Bonsoir, je suis José Dufour, le directeur du restaurant Au Pied de Cochon, au Halles. Belle adresse. Bonjour, donc je suis Vincent Marcillac et je suis spécialiste de la géographie des restaurants. Bonsoir, je m'appelle Isabelle Spiry, j'ai un blog qui s'appelle Le Bout de ma langue et j'ai aussi une agence de communication spécialisée dans le vin et la gastronomie où je m'occupe donc aussi de restaurants. Et puis j'ai aussi une émission que je co-anime avec Mathilde qui s'appelle Qu'est-ce qu'on food sur la chaîne Watch TV. Bonsoir, donc je suis Anthony Pauillac, je suis un des cofondateurs de Gourmet Club dont on a déjà parlé et dont on parlera certainement pendant ce débat. Bonsoir, je m'appelle Mathilde de Will 2, donc j'ai un blog qui s'appelle Mathis Cuisine. J'ai publié un livre qui s'appelle Foodista, traité pratique d'une gourmande accomplie l'année dernière, et je suis l'autre co-animatrice de l'émission. Bonjour, Franck Pinara-Barou, je suis le rédacteur en chef du site d'information Atabula. Merci. Alors voilà. On va donner le micro à Vincent, et Vincent, tu as la parole pour la fameuse introduction historique sur la brasserie traditionnelle. Bonsoir à tous, merci Jérôme pour cette invitation. Alors moi je vais vous parler plus d'histoire que de numérique, mais je pense que c'est une bonne introduction. Alors la brasserie, en tant qu'établissement de restauration, c'est finalement une histoire relativement récente, puisque c'est un établissement qui est véritablement apparu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il a fallu la fin des corporations, la suppression du monopole de la vente de la bière par les brasseurs à la brasserie en 1789 pour que déjà la consommation de bière, la vente de la bière puisse se développer, ce qui s'est réellement fait à partir donc, du 19e siècle. Et donc cette mode des brasseries, elle va prendre naissance véritablement sous le Second Empire. Sous le Second Empire, et notamment à travers les expositions universelles de 1855, de 1867, où les Parisiens vont découvrir le plaisir de déguster un verre de bière au pavillon allemand. Et malgré tout, cette mode, elle va être un petit peu contestée justement dès cette époque, avec les brasseries à femmes qu'on a pu voir sur la première diapositive. Donc c'était des lieux de débauche fréquentés par les étudiants, alors de la bonne société, qui allaient y boire de la bière, y fumer du tabac, et qui vont également pour ces belles demoiselles qui servent la bière. Donc il y a déjà ce premier aspect un petit peu négatif. Puis le deuxième aspect, c'est toutes les réflexions qui ont suivi justement les expositions de 1855-1867, notamment avec le caractère allemand de cette bière, et qui, avec des commentaires extrêmement négatifs, avec déjà un anti-germanisme présent. Alors c'est bien sûr sous la Troisième République que va vraiment s'épanouir l'âge d'or de la bière. Alors, un événement politique, c'est la défaite de 1870 qui va amener, bien sûr, nombre d'Alsaciens à Paris, et ce qui va également provoquer donc l'ouverture de brasseries alsaciennes, de grandes brasseries alsaciennes dès cette époque. C'est aussi un certain nombre d'innovations qui vont, le tirage à pression, etc., qui vont être appréciées par les Parisiens, et qui, dès les années de la Belle Époque, les années 1880, 1900, etc., eh bien, il y a toute une gastronomie alsacienne qui est associée à la bière. Donc on a différents exemples. Donc j'ai mis l'exemple de la brasserie Bofinger des années 1870, la brasserie Lippe dans les années 1880. Donc on est là sur les boulevards, les beaux boulevards, les boulevards haussmanniens, mais bien sûr c'est également autour des gares, et d'abord de la gare de l'Est que vont se développer les brasseries, à l'image de la brasserie Flo, alors qui a pris le nom Flo après
un incident justement lié à au nom Floderer qui sonnait un petit peu allemand. Hein, Monsieur Floderer étant alsacien, et sa brasserie avait été détruite en 1909, et il l'avait donc rebaptisée en 1913 la brasserie Flo. Alors, le second âge d'or sous la Troisième République, c'est celui des brasseries à Montparnasse. Hein, les brasseries de Montparnasse qui vont prendre des noms emblématiques, hein, le Dôme, la Coupole. Hein, on est sur tout un imaginaire. Et c'est bien sûr les années folles. Dont on peut voir ici les photos avec ici une peinture justement à la Coupole, donc, où on voit à la fois cette bonne société, hein, des brasseries qui sont fréquentées par tout le gratin, les écrivains, les artistes, les hommes politiques, avec déjà un service à l'ancienne de qualité. Hein, on voit le garçon, on voit, alors justement, on est ici on prend la prochaine diapositive. Voilà, donc la brasserie Jenny, qui elle, donc, comme on nous l'a dit tout à l'heure, a été créée au début des années 30, mais où on retrouve justement toute cette qualité au niveau du confort, hein, avec les banquettes en cuir, au niveau des vastes espaces, hein, et également au niveau, vous voyez, du service avec des nappes blanches, des serviettes blanches en tissu, etc. Donc, c'est les glaces, bien entendu, etc. Alors, après, il va y avoir une période de déclin. Alors, j'ai pas mis de diapositive pour cette période de déclin, c'est les années 45-75, les 30 glorieuses, où là, finalement, les brasseries traditionnelles vont être un petit peu ringardisées par rapport justement à de nouveaux types d'établissements de restauration, hein, la cafétéria, etc. Et il va y avoir, à partir justement des années 80, un renouveau des brasseries traditionnelles. Alors, j'ai pris l'exemple ici justement d'un groupe. Alors, il y a le groupe Frères Blancs, et l'autre grand groupe, c'est le groupe Flo, hein, dans le domaine des brasseries traditionnelles, avec, vous voyez, des groupes qui sont en termes de chiffre d'affaires, en termes de collaborateurs, etc., des grands groupes qui ont ouvert un nombre impressionnant d'établissements, que ce soit en France. Donc ici, on a cartographié tous les restaurants du groupe Flo en France, à Paris, en Île-de-France, voilà, dans le monde également. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ces brasseries traditionnelles, elles sont quelque part un porte-étendard pour ces groupes, hein. Et notamment pour le cas du groupe Flo. Aujourd'hui, le groupe Flo, son chiffre d'affaires, il dépend davantage de restaurants comme Hippopotamus, etc. Mais les brasseries traditionnelles sont une image de marque, hein. Et donc une image de marque associée aussi à une gastronomie. Alors on retrouve bien sûr les classiques de la gastronomie alsacienne, mais au fur et à mesure, donc justement, les fruits de mer ont pris une place de plus en plus importante, en fonction aussi de la volonté d'attirer une clientèle qui veut avoir une gastronomie un peu plus légère, hein, ne pas sortir le ventre trop plein. Et donc justement tous ces fruits de mer, les bancs à huîtres, etc., qui se sont développés, mais avec aussi donc toute une gastronomie roborative, la soupe au légumes gratinés, le jarret de porc, qu'on peut retrouver dans les grands classiques. Mais en même temps, au fur et à mesure, ces brasseries, donc à l'origine, les brasseries en tant qu'établissement de restauration, c'est des établissements où on associe la bière à une gastronomie. Et de plus en plus, les brasseries se sont éloignées de l'univers de la bière, hein, et des bières de qualité spécifiquement. Alors ici, donc les bières, les boissons emblématiques, bien sûr, la bière. Alors j'ai pris l'exemple de la brasserie Georges, hein, qui est bien connue, où ici vous voyez l'image de la brasserie Lippe, hein, toujours la chope de bière. Mais j'ai pris l'exemple d'une carte justement
une carte de la brasserie de Génie il y a quelques années. C'était, vous voyez, le vin a détrôné la bière. Et bien sûr, le vin d'Alsace, on a vu en bas les verres alsaciens, hein, mais également, et finalement, la bière est réduite un petit peu, que ce soit dans toutes les grandes brasseries traditionnelles, à la portion congrue et avec des bières souvent de qualité médiocre. Alors justement, il y a Hervé Marziou qui, lors d'un colloque que j'ai organisé sur les établissements de restauration dans le monde, en 2009, a poussé un cri d'alarme en établissant une véritable typologie entre les grandes brasseries parisiennes véritables, hein, et celles justement qui méritent moins ce nom aujourd'hui en fonction de cette association. Donc Hervé Marziou, qui est un grand birologue, un spécialiste de la dégustation de bière, et qui cherche justement à développer la biérologie et à faire des grandes brasseries, des lieux où justement on va retrouver le plaisir d'associer une gastronomie bourgeoise et simple en même temps, et en même temps des bières de qualité. Alors voilà, après on va avoir l'occasion de dire ce qui a fait le succès historique des brasseries. Bien sûr, c'est le confort, c'est les grands espaces spacieux. Donc le confort, vous avez vu en bas, hein, avec ces belles banquettes en cuir, etc. C'est aussi les horaires décalés. Hein, quand on sortait du spectacle à Montparnasse ou ailleurs, eh bien c'était un lieu où la bourgeoisie a pu trouver justement de quoi manger avec un certain standing, et tard après le spectacle. Ça fait partie notamment de l'introduction thématique sur laquelle je vais enchaîner très rapidement. On avait pris le scope un peu plus large de la restauration traditionnelle, et pour tenter de définir ce que c'est que la restauration traditionnelle, c'est notamment une classe INSEE qui fait référence à une restauration qui offre un service à table ou libre-service, qui fait référence à divers styles gastronomiques dérivés de la culture française, et qui est en opposition à d'autres types de restauration, que sont la restauration gastronomique, collective ou rapide. Mais c'est surtout un objet aujourd'hui patrimonial, culturel et institutionnel. On a ici le Collège culinaire de France qui a porté cette idée, et qui a réussi, qui a notamment contribué à ce que le repas gastronomique des Français soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La restauration traditionnelle, c'est aussi des labels, une quantité de labels. Et si on fait un focus sur la brasserie, comme on l'a vu avec toi, Vincent, c'est déjà une affaire d'histoire, un format de restauration qui est né dans le 19e avec le développement de la consommation de la bière. Un contexte citadin, comme tu le disais, sont des établissements en ville situés dans des quartiers dédiés au divertissement, théâtre, cinéma et autres. C'est un style avec une décoration qui va de Art Nouveau à Belle Époque. La brasserie, c'est aussi une forme de convivialité avec une grande capacité d'accueil, et c'est notamment ce qui la différencie d'autres types de restauration. On l'a vu avec le Grand Café Capucine, ça peut être 800 couverts jour. Voilà. C'est un type de produit issu du terroir, des produits qui sont un petit peu, pas toujours faciles d'accès, en tout cas qui sont issus du terroir et qui ont quelque chose à raconter. C'est une cuisine qui est traditionnelle et généreuse. On ne va pas en brasserie pour faire un régime, je pense pas, encore que ça pourrait changer. Et c'est un certain type de service qualitatif, donc un service qui est présent, rythmé, puisqu'on peut aller en brasserie pour être servi rapidement, il y a des formules express. Et c'est un service aussi qui est continu, ce que tu disais, puisque l'idée c'est de pouvoir laisser être ouvert pour la plupart des établissements du groupe Frères Blancs, c'est 24 heures sur 24. Donc c'est un autre point différenciant d'autres types d'établissements et de restauration. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que la brasserie est un format en danger ? Il y a certains signes qui indiquent que, elle est réservée à un certain type de clientèle, notamment touristique, c'est un fait. C'est aussi une clientèle senior, mais connectée. On a pu en parler avec Xavier. Il ne faut pas croire que la clientèle senior n'est pas connectée, elle est connectée différemment.
Et un autre constat, c'est que les jeunes consommateurs se tournent aujourd'hui vers de nouvelles formes de restauration. Donc du coup, c'est peut-être que là que se pose le danger, c'est est-ce qu'on n'est pas en train un peu de couper les liens avec quelque chose qui est, comme je le disais tout à l'heure, patrimonial, historique. Voilà. Est-ce qu'il faudra toujours faire, si on veut voir ce format de restauration perdurer, il faudra toujours des gens qui sont intéressés par ça, des gens qui ont envie de se qualifier dans ce type de restauration. Et là, les jeunes sont de plus en plus coupés de ce format de restauration au profit d'autres. Il y a une certaine désaffection numérique. J'ai fait un petit battle là, de mots-clés sur Google Trends. Et on voit que le terme brasserie, même si c'est assez illustratif comme slide, une évolution timide au profit d'autres mots-clés, le sushi, le burger. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça démontre quand même une certaine désaffection. Et du coup, ça pose la question, est-ce que finalement la tradition est passée de mode ? Pas forcément, puisqu'il y a des initiatives qui sont à noter, par exemple les filles à fromage qui parlent de façon assez valorisante de produits du terroir, justement, type de produits qu'on retrouve dans la brasserie traditionnelle. Et le mouvement bistronomie, même si encore une fois, les bistrots sont des établissements différents de la brasserie traditionnelle, c'est pas la même qualité de service, c'est pas ouvert 24 heures sur 24, c'est pas forcément dans les mêmes quartiers. Pour autant, sur la carte, on peut retrouver des similitudes. Et en tout cas, il y a une vague, un mouvement bistronomie reconnu. Dans ce contexte, le Frère Blanc, en quelques chiffres et quelques éléments de la stratégie numérique, donc 14 établissements, on l'a vu tout à l'heure, assez présents sur le web, 1 million de visiteurs sur les sites par an, 15% de réservations en ligne, un site par établissement, 3,5 avis par jour, ce qui représente 600 réponses aux avis depuis juin 2013, une page Facebook par établissement, un blog, un compte Twitter, des sites d'établissement, comme je l'ai dit. Alors l'idée, c'est par rapport au constat qu'on peut faire, c'est-à-dire les dangers qui pèsent au-dessus de ce format pour l'avenir, c'est quelle solution numérique ? Et là, je me tourne vers mes intervenants, c'est quel avenir pour la brasserie ? C'est-à-dire si Marty arrive en 2030 ou 2040 dans sa DeLorean à Paris, sur les grands boulevards, est-ce qu'il continuera à avoir des brasseries ou est-ce qu'elles seront fréquentées par des personnes différentes d'aujourd'hui ? Voilà, qu'est-ce que vous imaginez ? Et en particulier, je vais peut-être m'adresser d'abord à Franck. J'ai repris un extrait de ton billet du billet que tu as publié il y a quelques jours, que j'ai trouvé assez éloquent. Tu dis « La brasserie doit désormais trouver sa voie sans perdre son âme. À défaut, les immenses salles de réception vont doucement, mais sûrement se muséifier jusqu'à se pétrifier dans des codes que les moins de 30 ans n'auront jamais connus. » Effectivement. Ça commence fort. Ouais. Non, ça va mettre l'ambiance, ça. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on les verra encore dans 30 ans ? Je pense que oui. La question qu'aujourd'hui vous voulez poser, c'est comment, sur la sphère digitale, on peut communiquer sur la brasserie. Et pour rester dans le registre un petit peu difficile, j'ai envie de dire que vous êtes aujourd'hui, vous les brasseries, à l'opposé de tous les codes aujourd'hui sur lesquels on communique dans la sphère digitale. Vous parlez de grosses jauges, vous avez cité des chiffres, je ne sais combien de millions de personnes ici depuis 1931. Aujourd'hui, les nouveaux restaurants dont on parle sont sur des jauges extrêmement petites, 20-30 couverts. Vous parlez également de plats souvent roboratifs, en tout cas des plats dans la générosité. On est souvent maintenant dans des menus à 7 services, 9 services, 15 services. Vous êtes sur des images traditionnelles. Aujourd'hui, les codes sont plutôt sur la nouveauté, sur ce qui va être un petit peu insolite, ce qui va être décalé. Et sur tous ces codes-là, tous ces codes de communication, la brasserie est à peu près à l'opposé de ça. Donc vous êtes juste en face d'un défi qui est immense. Je ne dis pas qu'il est impossible, sinon je partirais immédiatement sous les huées. En revanche, il est extrêmement délicat. Et je terminerai là ma première intervention. Ce qui est vrai, c'est que les bistrots sont réinventés. On va dire, pour faire très simple, les bistrots un peu bobos égale la bistronomie, qui a su s'élever vers la gastronomie. Et vous avez la restauration, j'allais dire traditionnelle, en tout cas les autres restaurants, qui eux ont su, on va dire, étoiler, ou en tout cas nommer à droite à gauche.
ont su réinventer aussi leur offre par une offre de produits renouvelés, avec des produits issus des quatre coins du monde. Et la tendance va également en ce sens. Alors que la brasserie, elle, ne joue que sur le traditionnel classique. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui excite les acteurs, les leaders d'influence de la bistronomie. Donc moi, je pose vraiment là la question, c'est effectivement comment aujourd'hui on peut améliorer ça. Il y a probablement des pistes. Dernière chose, avant de laisser la parole, c'est aussi sur la personnalisation. On a vu Top Chef, on voit Master Chef, on voit effectivement aujourd'hui qu'on connaît le nom des chefs. Si vous me demandez un nom d'un chef dans une brasserie, je suis bien incapable de vous en citer un seul. Et je pense que c'est la plupart des personnes vous seront devant le même obstacle que moi. Donc il y a effectivement des champs du possible. On va probablement en parler un petit peu ce soir. En tout cas, voilà, moi je termine en disant ça, c'est que pour l'instant, en tout cas, il y a plus de handicaps que de points forts à identifier immédiatement. Voilà. Lors de la tablée, notamment sur le personal branding des chefs, ça avait été un petit peu évoqué. Effectivement, Bernard Leprince, c'est le chef des chefs du groupe de la brasserie. Du coup, effectivement, comme pour reprendre tes termes, sur la personnalisation du chef, ça devient un petit peu plus compliqué que quelqu'un qui a son adresse, effectivement, dans laquelle il y a 20, 30 couverts. Enfin, voilà, effectivement, ça pose ces questions-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas que des points négatifs, notamment par rapport à la carte. Quand on dit que les plats traditionnels des brasseries ne changent pas, oui, effectivement, ça ne change pas. Mais je crois que les gens aiment bien aussi revenir de temps en temps à des valeurs sûres et qu'on aura toujours envie de se faire une bonne choucroute, un bon steak tartare. Et que finalement, en allant dans une brasserie, on sait qu'on trouve ça. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est plutôt justement pas forcément un point faible, mais plutôt un atout. La qualité des fruits de mer, enfin, des choses qui ne sont pas toujours évidentes à trouver. Donc je trouve que peut-être c'est une des choses sur lesquelles les brasseries doivent capitaliser. Revendiquer justement le côté terroir, le côté tradition, dire que oui, on ne va pas dans une brasserie pour avoir des surprises, hein, ça c'est sûr. On n'y va pas pour découvrir, on y va pour se faire plaisir et manger des choses traditionnelles et bien faites. Et là où justement je pense le défi se trouve, c'est de proposer des plats avec une qualité constante, où il n'y a rien à reprocher, parce que des brasseries qui sont ouvertes jour et nuit, je pense justement au pied de cochon, pour en avoir fait l'expérience, il m'est déjà arrivé de venir au milieu de la nuit pour manger et d'avoir une qualité qui n'était pas la même que celle de la journée. Donc je pense que le défi finalement pour la brasserie, elle va être là, c'est-à-dire continuer à avoir cette carte traditionnelle, mais proposer une qualité qui fait que les consommateurs vont avoir envie de venir et de revenir. Et quand on parle des jeunes, c'est là que je trouve qu'il y a un marché à prendre et qu'il faut tirer son épingle du jeu. C'est qu'on est tous déjà sortis de boîte avec une terrible envie de manger. Je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes dans la salle. Et au lieu d'aller se faire un kebab, pourquoi pas aller dans une de ces brasseries qui est ouverte 24 heures sur 24 et se faire un bon steak tartare, une bonne entrecôte ou quelque chose comme ça. Donc je pense que peut-être une façon de réattirer les jeunes vers la brasserie, c'est peut-être commencer par là. C'est leur dire, on est là, on est ouvert toute la journée, on est ouvert aussi la nuit et on peut vous donner à manger et à boire d'une manière conviviale. Vous pouvez débarquer à 10 et vous serez bien reçus. Et il y a peut-être ce côté-là qui peut jouer. Tout en proposant peut-être aussi des prix adaptés aux jeunes, je sais pas. Alors c'est encore un peu le cas, notamment ce que tu dis, le fait de pouvoir aller manger en sortie de boîte, notamment au pied de cochon, puisque c'est un petit peu reconnu pour ça. Ça l'a été encore plus, notamment dans les années 60, où il y avait vraiment les stars qui allaient sortir là-bas en plein milieu de la nuit. C'est comme... Bon, moi, je connais pas bien Monsieur Dufour, vous qui êtes directeur de Pied de Cochon. C'est comment aujourd'hui, notamment dans votre établissement Alors, premièrement, à la question est-ce que la brasserie a sa place dans le monde digital, je répondrai oui. Et on a fait déjà un gros travail, ça a été présenté auparavant. Et c'est quelque chose auquel je crois. Je crois également ce que vous venez de dire au niveau des valeurs. On vit aujourd'hui dans un monde où on parle beaucoup de malbouffe. Et je pense que notre carte à jouer, et c'est déjà entamé depuis bien longtemps au sein de nos brasseries, c'est de jouer justement sur les valeurs de notre métier, les valeurs de la tradition, du bien-être, du bien recevoir, vous en avez parlé. Par rapport à la clientèle jeune, oui, notre clientèle jeune,
On la retrouve souvent tard la nuit. Je regrette que de temps en temps on ne puisse pas satisfaire tout le monde, mais on y veille. Et on retrouve également une clientèle jeune. J'ai également géré le restaurant chez Génie à une époque. Et j'avais été, comment dirais-je, épaté de voir, justement, de faire connaissance avec cette clientèle ancienne qui elle-même venait avec ses enfants et ses petits-enfants. Donc je pense qu'il y a un relais. Et je crois aujourd'hui le fait qu'il y a cette transmission des traditions d'antan, où les gens sont quand même en perte de repère aussi. Et quand, je le répète, avec tout ce que l'on ingère au niveau de la malbouffe, je pense que nous avons intérêt, on a une carte à jouer à ce niveau-là. Et au travers du digital, ça peut qu'être un bien pour nos brasseries. Je prêche pour la paroisse des brasseries des Frères Blancs, de pouvoir augmenter notre visibilité au travers de tout ce qui vient d'être dit. Donc, pas d'autre chose, je ne suis pas un expert non plus dans ce domaine, mais c'est quelque chose auquel je crois. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Sinon, je gère un restaurant qui est à peu près dans les mêmes donnes que ce qui a été annoncé pour le Grand Café. On est sur entre 500 et 600 la semaine sur les périodes hautes, et les fins de semaine, 800, voire 1000, voire 1100, 1200 couverts. Ça dépend des événements. C'est un restaurant qui est très associé également avec le monde du rugby. On est très proche du Stade de France, donc lorsqu'il y a des gros événements, on en bénéficie. Il y a également des événements lorsqu'il y a Céline Dion, par exemple. Ces derniers temps, il y a eu Céline Dion à Bercy. Donc quand il y a des gros événements à Bercy, on bénéficie également de ça. Sinon, on est aussi également sur une centaine de collaborateurs qu'il faut mobiliser pour satisfaire nos clients. Évidemment, au pied de cochon, on vous propose des spécialités autour du cochon, charcuterie, mais également un banc à huîtres, comme vous l'avez annoncé. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors Vincent, tu as peut-être une remarque, oui. Oui, alors deux, trois petites choses. Donc, moi aussi, pour répondre à la question sur le digital, moi, il se trouve que je suis plus spécialiste de la restauration de luxe, puisque j'ai fait ma thèse sur le luxe alimentaire, que sur spécifiquement l'univers du bistrot et de la brasserie. Mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est que dans l'univers de la restauration de luxe, par rapport justement aux photos qui sont prises par les clients, qui sont ensuite diffusées sur Internet, il y a une certaine réticence, plutôt même une réticence certaine, dans cet univers où on aime contrôler l'image. Hein, on aime contrôler l'image et sa visibilité sur Internet. Et je pense qu'au contraire, pour l'univers de la restauration traditionnelle, c'est plutôt une opportunité, hein, le digital, pour justement s'ouvrir à un nouveau vecteur justement de communication et à une clientèle justement plus jeune et qui pourrait intéresser ces établissements. D'autre part, pour des groupes comme le Frère Blanc ou pour des groupes comme Flo, les brasseries, ce sont des porte-étendards. Ce sont notamment une brasserie comme chez Jenny ou bien la Coupole pour le groupe Flo. Justement, communiquer sur Internet et être plus visible sur Internet concernant justement ces établissements, c'est aussi gagnant, hein, pour des groupes comme ça pourrait être justement particulièrement gagnant pour des groupes comme ceci en termes d'image. Alors ça provoque une réaction chez Anthony, je vois. Ouais, moi je voudrais parler avant de la digitalisation, de l'image de la brasserie. Pour moi, la brasserie c'est un petit peu l'image de la restauration musée. On parle de Paris comme une ville musée et on parlait justement de la clientèle et de la jeunesse de la clientèle qu'on ne retrouve pas forcément dans ces brasseries parce que tous les codes de la brasserie sont quand même des codes assez anciens. Voilà, on voit les cadres qui sont bien souvent magnifiques, le service qui est un petit peu, je dirais, posé, mais la cuisine qui est proposée, on n'a pas de cuisine, je pense qu'il y a plein de solutions par rapport à ça, mais c'est pas revisité, l'incarnation des chefs. Moi je suis d'accord, je pense que les bistrots ont fait leur évolution, et on parle beaucoup de bistronomie aujourd'hui, parce qu'ils ont changé les codes existants, ils ont revu un certain nombre de choses pour se mettre au goût du jour, et ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les brasseries aujourd'hui. Ça c'est une vraie problématique, c'est une problématique d'image et une problématique de cuisine.
On parlait des plats qui sont proposés, qui sont des plats, en effet, qui sont des plats historiques, mais qu'il va peut-être falloir réaménager. Moi, je pense qu'il y a des pistes, mais avant de parler de digitalisation, il faut avoir les codes pour être sur le digital. Et si on ne les a pas en termes de lieux, en termes de cuisine, ça va poser des soucis parce qu'il va y avoir une inadéquation entre la proposition de valeur et ce qu'attendent les gens sur le digital. Et ça, pour moi, c'est le premier problème. Il y a vraiment cette image à revoir. Problème d'image et d'offre. Je peux juste dire un truc. Je viens de réaliser en fait quelque chose que je pense par rapport à justement le fait que les brasseries aillent sur le digital. Vous avez déjà essayé de prendre une photo dans un bistronomique hyper tendance. Vous savez, on vous apporte 15 plats à la suite. Des tout petits trucs qui ressemblent parfois un peu à rien. Vous avez vaguement une émulsion posée dessus. Alors vous prenez la photo, vous postez ça sur les réseaux sociaux. Personne ne va comprendre ce que c'est si vous ne mettez pas la légende. Et même parfois avec la légende, on ne comprend pas très bien. Et en fait, les plats des brasseries, ils parlent. C'est-à-dire que vous prenez en photo gros plateau d'huîtres, gros plateau de fruits de mer, grosse côte de bœuf. Et bien là, tout de suite, les gens, ils vont réagir. Et je trouve peut-être que l'atout des brasseries aussi, c'est ça, c'est de se dire que sur les réseaux sociaux, en tout cas en photo, ils passent vachement mieux que certains bistronomiques, petits bistrots, qui vont proposer des plats complètement alambiqués, qui parfois ne ressemblent pas à grand-chose. Et je pense que c'est important de se dire que les brasseries, si on veut les faire vivre justement sur le digital, il va y avoir aussi le côté donner envie aux gens. Et qu'est-ce qui fait plus envie qu'une belle photo d'un beau poisson, beau viande, mais quelque chose de simple et de bien valorisé. Donc voilà, ça c'est peut-être une piste à creuser aussi pour les... Ce serait même assez intéressant, je trouve, d'accompagner ceux qui voudraient justement prendre des belles photos de ces plats-là. Il y a certains restaurants, notamment américains, qui ont quasiment dédié une partie du restaurant à ça. Il y en a qui ont mis des cages à lumière qu'on puisse prendre dans son assiette, et je trouve ça plutôt malin. Pourquoi pas la brasserie dans ce mouvement de révolution peut-être souhaité pourrait engager ça. Ils ont la place, ils ont ce qu'il faut, et ce serait peut-être un bon signe en tout cas, je trouve. Et je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Isabelle. C'est des plats qui sont assez immédiats et assez gourmands, même visuellement. Ouais, moi, je voudrais rejoindre ce qui a été dit précédemment, notamment sur les codes, dans le sens où quand on va dans un restaurant, et pour y aller un certain nombre de fois, on a envie d'avoir une histoire, on a envie d'avoir une expérience. Et c'est vrai que de se retrouver dans une brasserie, et mea culpa, ça fait quelques mois, quelques années que je ne suis pas allée. Je ne suis pas allée parce que je me sens pas chez moi, parce que je trouve ça, il y a un côté complètement impersonnel, parce que c'est trop grand, parce que c'est froid, parce que là où dans les restaurants où on a enlevé les nappes sur les tables, elles y sont encore dans la plupart du temps. On est effectivement sur des zones qui sont très grandes, avec une offre qui est effectivement, comme le disait Isabelle, assez intéressante, parce qu'on se retrouve sur des plats qui sont gourmands, qui donnent envie, mais d'un côté on sort de là. Pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu un moment où je me dis « Ah, c'était génial, j'ai passé un super moment et je vais avoir quelque chose à raconter derrière. » Et je pense que ce qui est aussi important, c'est la notion du service. Parce qu'on montrait là tout à l'heure sur les slides l'image des touristes qui viennent dans les brasseries. Et cette notion de service, je trouve que malheureusement, on associe la brasserie, en tout cas pour moi, a un niveau de service qui n'est pas celui qu'on peut attendre dans un restaurant. Et dans un contexte économique qui n'est pas forcément facile, une sortie au restaurant peut avoir un impact important sur un budget. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien choisir son endroit quand on sort au restaurant, et de se dire qu'on va dans un endroit où on n'a pas forcément une histoire qui va nous être racontée, ou en plus on va avoir un service qui va pas forcément être à la hauteur. Du coup on y réfléchit aussi à deux fois. Et c'est aussi des codes sur lesquels je pense qu'il faut pouvoir travailler. Et pour être au cœur de cette foodosphère, comme on dit, et de recevoir un certain nombre de textos par semaine en disant je dois absolument aller, est-ce que tu as un restaurant à me recommander, où est-ce que je peux aller? Je ne recommande pas une brasserie parce que justement les gens cherchent la nouveauté, on est tous allés à courir à droite à gauche sur le restaurant qui vient d'ouvrir, où est-ce que va ouvrir David Toutain à la fin de l'année, etc., ce genre de choses. Et donc je pense qu'il faut que la brasserie trouve son différenciant aussi. Alors, comme le disait Isabelle, est-ce que c'est dans les plats, est-ce que c'est se dire il faut absolument aller manger à tel endroit parce qu'il y a un steak tartare qui est absolument délicieux. Donc il y a vraiment ce côté différenciant à aller chercher. Et comme vous le disiez, en point de vue de la communication, de se dire si vous montez tous les supports, les outils de communication nécessaires, on l'a vu avec Twitter, le blog, etc. Rien que le choix dans la charte graphique, ce genre de choses, du coup,
ça rajeunit dans un premier temps la brasserie, mais il faut que derrière il y ait un discours, il faut que derrière il y ait un décor, il faut qu'il y ait une histoire aussi qui du coup soit pertinente pour faire venir les jeunes également. Raconter des histoires et on parlait de cartes notamment. On était assez privilégiés, mais Bernard Leprince nous a concocté des plats, une sorte de revisite de plats traditionnels de la brasserie, en passant par le bœuf bourguignon jusqu'à la soupe à l'oignon et le classique soufflé au Grand Marnier. C'était revisité et franchement c'était largement sexy. On avait vu, c'est dommage, j'aurais dû mettre les photos, mais on avait déjà la photo du biscuit au parmesan qui était posée sur la soupe à l'oignon. Il y a du potentiel, on peut dire qu'il y a... Voilà. Oui, moi je suis pas complètement tout d'accord par rapport à la convivialité dans les brasseries. Pour fréquenter pas mal le Pied de Cochon, j'avoue. Moi pour le coup je vais souvent dans les brasseries, donc oui, je fais beaucoup de restaurants étoilés, de bistrots de nuit, etc. Mais à côté, j'ai l'amour de la brasserie et ça j'en suis... c'est pas quelque chose qui me quittera, c'est quelque chose qu'on m'a transmis, une valeur familiale. Donc je pense que c'est assez vrai le côté transmission. Si vous allez dans une brasserie, donc je prends l'exemple du Pied de Cochon, un soir de match de rugby, effectivement, après une victoire de la France, il y a une ambiance et une convivialité qui se dégage de là, c'est humainement parlant, c'est extrêmement riche. Donc c'est peut-être que la convivialité, c'est aussi aux clients de la créer. Je suis d'accord qu'elle est c'est très important l'équipe, etc. Mais la brasserie a ce côté familial et qui fait qu'il y a toujours de la chaleur, quoi. Puis c'est rare qu'une brasserie soit complètement vide, alors c'est une très mauvaise brasserie. Dans cet aspect transmission, justement, le numérique a peut-être un rôle à jouer par rapport à ça, et peut-être que la brasserie pourrait utiliser ça pour aider justement ce process de transmission familiale. Les meilleurs ambassadeurs sont toujours les clients. Il y a une génération qui n'est pas forcément sur le digital. Notre génération l'est. Et effectivement, je pense qu'il y a... moi, en tout cas, j'ai une fierté à défendre la brasserie que j'aime, parce que c'est une brasserie où je suis toujours allée, et que c'est des valeurs qui me correspondent, et qui correspondent pas à tout le monde, etc. Mais je pense que c'est important de ne pas avoir honte de dire « Ah là là, mais mes parents m'emmènent toujours dans cette brasserie, c'est pas un lieu ni à la mode, ni branché, ni rien, mais ouais, si on aime, et si on y mange bien, et si on y est attaché... » Je sais pas où est le problème d'en parler autour de soi et d'en parler sur les réseaux sociaux et d'en parler en bien, quoi. Et c'est peut-être aussi là que ça va se jouer le sauvetage de la brasserie. C'est des gens qui n'auront plus honte de dire moi j'aime aller manger dans une brasserie et j'y mange bien et j'y passe un bon moment. Et le Pied de Cochon, il est bon. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir de renouer entre, et on parlait de la notion de service tout à l'heure, mais du coup ça va beaucoup plus loin, en renouer entre les clients et la cuisine, parce que finalement, après, l'image, moi, en tout cas, de la brasserie que j'en garde, c'est cette distance entre la salle et la cuisine, et qu'on n'a pas forcément le chef qui vient nous voir à la fin, ou on ne sait pas qui travaille en cuisine, on ne sait pas d'où est-ce que sortent les plats, qui les a travaillés, et du coup je travaillais aussi ce côté entre la cuisine, la salle, et du coup à travers les réseaux sociaux, d'avoir le chef ou en tout cas l'équipe qui nous parle, de partager ses recettes. Effectivement, cette soupe à l'oignon absolument fabuleuse qu'on vient de goûter, pour pouvoir la refaire à la maison. On parlait justement tout à l'heure d'avoir cette recette qui du coup on la personnalise à la maison, donc je pense qu'il y a aussi ce lien qui du coup me paraît important à retravailler. On a parlé de pistes, je pense qu'il y en a plusieurs. On a parlé des pistes de cuisine déjà, parce que ça semble important peut-être de mettre un peu plus, de revisiter un peu plus les plats traditionnels, parce que je pense qu'il ne faut pas faire fi de l'héritage. Il y a une culture très forte de la brasserie, moi aussi j'aime y aller, mais il va falloir quand même apporter, des nouveaux, intégrer les nouveaux standards de la gastronomie actuelle. Donc la piste de la cuisine revisitée, moi je pense que c'est important. Ça, c'est l'intégration de jeunes chefs ou de chefs emblématiques, ou du moins le fait de mettre en avant les chefs de la brasserie. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été intégré dans les bistrots. On l'a vu, ça commençait avec Candebord, et puis après ça suivit avec Doucet, Chebest et tous les autres. Aujourd'hui, on n'a pas cette incarnation en brasserie, et ça manque vraiment, parce que c'est la médiatisation qui va certainement contribuer à changer son image. Et puis après, en effet, il y a des formidables opportunités. On parlait tout à l'heure de la possibilité de prendre des photos, mais peut-être qu'il faut commencer par digitaliser les brasseries. Il y a quand même, c'est plus facile d'amortir
je sais pas moi, des tablettes digitales sur 800 clients que dans un cadre où vous avez 20 clients. Donc peut-être qu'il faut commencer par digitaliser le lieu avant de faire du digital à l'extérieur. Ça va aussi donner une image plus jeune aux brasseries et probablement apporter quelque chose. Puis après, il y a la dernière facette, en effet, une fois qu'on a réalisé ça, il faut aller sur le digital parce que c'est une nécessité absolue si on veut aller chercher des clients jeunes. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de restauration un peu musée. Je pense que c'est assez significatif dans les chiffres qui ont été donnés. Aujourd'hui, la clientèle majeure, et quand vous allez, enfin moi j'ai eu l'occasion d'aller à la brasserie Mollard il n'y a pas longtemps, 80% voire 90% de la clientèle sont des étrangers. Donc ils viennent là parce qu'en effet, il y a toute une image historique. Et donc si on veut inverser cette tendance-là, il va falloir faire des efforts sur toutes ces composantes-là pour arriver ensuite à porter ça sur le digital. Voilà. Mais je pense que démarrer sur le digital avec les codes actuels, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. Voilà. Non, je pense qu'il y a un vrai danger pour la brasserie aujourd'hui, ce serait de vouloir coller trop rapidement et trop facilement au code du fonctionnement de la photosphère, la nouveauté absolument, etc. Je pense que le vrai danger serait de déformer ce qui fait comme le succès maintenant depuis très longtemps de la brasserie. Donc je pense que la vraie question c'est d'abord de dire voilà quelle est notre identité et voilà, et de te dire on a un ADN qui est là, ça on va pas le changer. Quand on parlait de plats revisités, j'ai envie de dire dans la brasserie ne revisitez surtout pas les plats. Aller plus loin dans la qualité, aller plus loin dans le sourcing des produits, augmenter la qualité de je ne sais quel chou, je ne sais quoi. Okay. Raconter plus de choses autour. Raconter l'histoire, mais en revanche, ne revisitez pas ça. Tout le monde le fait à côté, laissez ça aux autres, je pense. En tout cas, c'est un point de vue tout à fait discutable, mais c'est le mien. En revanche, ce qu'il faut, c'est identifier aujourd'hui comment fonctionnent les leaders d'opinion sur la sphère digitale et aller vers cette voie. Là, vous dites identifier les chefs. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est très important. N'hésitez pas à inviter des chefs. Aller vers l'événementialisation du repas. C'est ce qu'on voit partout, et là je ne vais pas vous parler pendant des heures, des repas à 4 mains, des repas à 10 mains, des repas autour d'un seul produit, etc., etc. Je pense que pour moi les leviers pour vous de la communication sur le digital, c'est ça, c'est d'aller vers cette dimension événementielle, d'augmenter le sourcing. On voit aujourd'hui ce qu'on appelle le name dropping, on va citer le pain d'un tel, on va citer le navet d'un tel, et on peut aller très loin dans cette bêtise-là. Car pour moi c'est un peu trop loin. Je pense que voilà, il y a des vrais leviers. En revanche, posez-vous vraiment, et vous avez les réponses, l'ADN de ce qu'est la brasserie aujourd'hui. Et dernière chose, par exemple par rapport à la bière, il y a un développement extraordinaire des micro-brasseries. À Paris, il y a l'histoire de la craft beer qui est née aux États-Unis, qui est passée par les pays scandinaves, qui est en France maintenant. Sur la révolution de la bière, c'est juste extraordinaire, ne passez pas à côté de ça. Même si pour l'instant, je crois que vous êtes passé un petit peu à côté. Mais prenez le train en marche et renouvelez l'offre de la bière, faites des repas autour de la bière. Là, on peut aller très très loin, mais il y a plein d'opportunités sans modifier l'ADN de la brasserie. Alors, j'aimerais réagir justement par rapport à l'ADN de la brasserie et à l'identité de la brasserie, hein, comme son nom l'indique. Hein. C'est une gastronomie au départ associée à la bière. Or, il y a tout un mouvement aujourd'hui au niveau des bières, de microbrasseries, des bières de qualité. Il y a des gens qui font des choses formidables, y compris à Paris. Hein, je prends l'exemple de la brasserie de la Goutte d'Or, par exemple. Mais il est absolument incroyable de voir à quel point, justement, alors que c'est vraiment l'identité même de la brasserie qui est fondée sur la bière, à quel point finalement les brasseries traditionnelles passent pour l'instant beaucoup à côté de cette tendance qui leur permettrait à la fois de retrouver ce qui a fait la spécificité justement de la brasserie, hein, et en même temps de s'adresser à une clientèle plus jeune qui est bon, une bière de microbrasserie, bon, ça coûte quelques euros de plus qu'une bière industrielle, mais au moins ça coûtera moins cher quand même que certains vins d'Alsace, etc. Donc ça c'est un premier point sur lequel je voulais réagir. Et il y avait un deuxième point, mais je l'ai oublié. Est-ce que justement, moi j'avais une réaction, c'est que par rapport à tout ce que vous dites, là notamment le groupe Frères Blancs a initié un virage numérique. Est-ce que justement ce virage pourrait pas prendre la forme justement de une sorte de consultation de sa clientèle ou des gens qui sont intéressés par ça, c'est-à-dire d'avoir des retours de quoi avez-vous envie ou
pourquoi pas, alors on fait un test, faisons un test sur tel microbrasseur et on recueille les avis clients. Ce serait peut-être une bonne piste aussi de digitaliser ce retour client. Il y avait l'année dernière, ou au début de cette année, il y a une marque anglaise qui s'appelle Brewdog, qui est une marque de bière, et en fait qui a développé sa première bière à base des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à tous leurs followers sur Twitter quel type de bière ils aimeraient avoir. Et donc du coup, ils ont vraiment créé la bière spéciale réseaux sociaux. Et ça a fait un carton parce que justement, les gens se sont appropriés leur bière. Donc c'était pas une marque qui proposait une bière, mais du coup, c'était les internautes qui venaient développer leur bière en fonction de leurs envies. Et donc je pense qu'il y a aussi une carte à jouer de ce côté-là, de faire venir les gens dans la brasserie, de leur faire déguster, d'aller... que tout le monde participe en fait au choix d'un plat, au choix d'une bière. On voit l'essor sur les cafés à Paris en ce moment et l'arrivée, je n'ose même pas dire le retour, l'arrivée du vrai café à Paris, pardon, excusez-moi. Donc du coup, les torréfacteurs qui du coup le font sur place. Et je pense qu'il y a aussi toute une éducation qu'on peut faire autour de ça et d'aller chercher les jeunes et leur expliquer le monde de la bière et que eux se l'approprient. C'est aussi quelque chose qui pourrait participer à l'événement de la brasserie. Oui, j'ai retrouvé ce que j'avais oublié justement par rapport à la bistronomie et pourquoi justement y a-t-il un tel décalage entre les brasseries et la bistronomie. Il faut savoir que ce qui explique en grande partie le développement d'abord des bistrots des chefs dans les années 80, 90, alors les tout premiers bistrots des chefs en effet c'est les années 70, mais c'est surtout les années 80-90. Et c'est le fait que certains grands chefs, face à la difficulté de leur restaurant gastronomique, ont voulu ouvrir des restaurants satellites qu'ils ont appelés les bistrots. Alors, les bistrots d'à côté, de Rostand par exemple, et Guy Savoy aussi a beaucoup développé ces bistrots, les bistrots des chefs. Et vous avez une autre génération qui, dans les années 2000, justement, a développé véritablement les nouveaux bistrots, les néo-bistrots, le mouvement de la bistronomie. Ce sont des gens qui ont fait tout le cursus de la grande restauration, qui sont plus jeunes et qui ne prennent pas le risque d'ouvrir un grand restaurant. La brasserie, pour eux, c'est pas intéressant, parce que qui dit brasserie dit vastes espaces, dit aussi un nombre important de collaborateurs, etc. Donc ça explique justement le décalage qu'il y a eu entre ce mouvement vraiment de nouveauté qu'il y a avec la bistronomie et ce qui n'a pas été possible justement peut-être, ou ce qui n'a pas été réellement fait dans le domaine de la brasserie, en grande raison parce que justement ces chefs talentueux n'ont pas intérêt à partir du moment où ils décident de ne pas ouvrir de restaurant étoilé, ils n'ont pas forcément intérêt à ouvrir une brasserie, parce que c'est également des investissements qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire. On a parlé des bières, mais il faut aussi parler des cartes de vin, parce que je trouve que c'est quand même bien souvent très déceptif. Quand on va dans une brasserie, et dans les grandes brasseries qu'on a pu citer, on a quand même un repas qui coûte assez cher si on va sur du poisson, des coquillages. Et je trouve que à l'époque où justement il y a tout un phénomène autour du vin qui prend peut-être le dessus sur la bière actuellement, bien souvent les cartes sont quand même assez courtes, décevantes. Encore une fois, il n'y a pas d'innovation, on ne va pas chercher de name dropping sur les produits, mais c'est la même chose sur les vins. Et là, on est encore sur des choses classiques, voire historiques, et malheureusement ça manque un peu. Donc je pense qu'en effet, il faut vraiment revenir à l'ADN, mais chercher à le rajeunir un petit peu pour aller toucher cette clientèle jeune. Et ça passera par ça et par les événements. Moi, je suis d'accord. On parlait tout à l'heure d'événements autour du rugby. Au-delà des événements autour de la cuisine, il y a aussi toute une histoire de la brasserie autour de la fête. C'était quand même les lieux de débauche, même au début. Mais ensuite, dans les années 70, des lieux très festifs. Et on a perdu ce côté festif. Donc revenons à l'ADN de la brasserie. Il faut identifier tous ces éléments-là qui sont clés.
Et puis, ils peuvent être mis au goût du jour assez simplement. Et le digital aidera certainement à mettre en avant ça, parce que s'il y a des événements, là pour le cas, le digital est tout à fait approprié si derrière tout ce qui entoure le monde de la brasserie suit. Ouais, non, je suis assez d'accord par rapport à la carte des vins. Après, pour défendre un peu quand même, je sais que c'est compliqué quand on est tout un groupe, que les achats sont centralisés. Ils achètent forcément des grandes quantités, on retrouve un peu les mêmes vins dans toutes les brasseries et c'est plus difficile de faire un travail peut-être au cas par cas sur les vignerons. Maintenant, ce qui est vrai que ça serait absolument génial, c'est d'avoir des rencontres avec les vignerons, mettre en avant ce côté-là, peut-être avoir aussi des sommeliers qui sont capables de proposer des accords mévins assez adaptés. Et oui, c'est une carte à jouer, c'est sûr. Et puis après, compléter effectivement par les bières et le café, parce que c'est vrai qu'un repas, c'est un ensemble et qu'on l'oublie trop souvent que voilà, il y a aussi toutes les boissons qui rentrent en jeu. Mais pour le vin, oui, je vais vous laisser la parole. Justement, je vais vous demander, José, peut-être de dégager les pistes que vous avez retenues, là, les petits conseils qu'on a pu retenir des échanges par rapport à votre expérience et vos envies, et inviter peut-être l'audience à poster déjà des questions sur le hashtag DFLab. Déjà, je voudrais réagir là, sur la carte des vins. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je trouve qu'on généralise et que pour ce qui nous concerne, ça fait un petit moment qu'on a enclenché. Et ça va faire un petit moment qu'on n'ait pas vu nos cartes des vins, mais je vous invite à venir la voir. Et on a vraiment fait une belle sélection des vins. Vous qui connaissez le restaurant auparavant, on avait même la carte des vins qui était intégrée avec la carte des mets. Aujourd'hui, elle est complètement séparée. Oui, donc je vous invite vraiment à la voir. Et je ne parle pas que pour mon restaurant, c'est le cas pour l'ensemble des restaurants de nos brasseries. Au moins pour 4, vous m'arrêtez si je me trompe. Voilà, puis dans d'autres brasseries aussi, il y a quand même des choses de bien qui se passent dans le domaine des vins. Vous êtes témoin que nous avons fait aussi une animation il n'y a pas très longtemps avec des vignerons de Côte-de-Blaye. C'est quelque chose auquel je suis très attaché, je vous dirais qu'on pourra renouveler. Je vous en avais parlé, Céline aussi. J'aimerais bien de temps en temps qu'on puisse réunir des producteurs et faire des animations au sein du restaurant. Donc c'est des choses qui peuvent aussi développer de l'image et de la communication. Donc voilà. Et je reviens sur tout ce qui concerne les valeurs. Moi je crois, vous parliez de code, bon, c'est votre point de vue. Moi je crois beaucoup au code historique de nos restaurants, parce que nous avons des enseignes historiques. Et l'ADN il est là, et c'est ça qu'il faut faire vivre. Je crois également aux produits, mettre en avant le produit. Donc voilà en quelques mots. Je suis un ancien de la restauration, je suis un défenseur des valeurs de la restauration. Et je me bats aujourd'hui, en collaboration avec mon patron, pour qu'on puisse revenir à des choses vraies. Il est vrai qu'il y a peut-être eu des dérapages dans notre métier, dans la profession générale. Il se passe plein de choses. Mais je pense que voilà, l'avenir de nos brasseries passera par ça. Mais vous parlez des vins, j'ai envie de vous dire, mais oui, ayez une belle carte des vins, même si la beauté de la carte des vins est tout à fait relative en fonction de ce qu'on aime, les vins nature, en biodynamie, en cosmogénie, tout ce que vous voulez. La question elle est, demain, si vous communiquez sur les vins, là vous êtes mort. C'est pas l'ADN de la brasserie, c'est la bière. On parle de communication. Avoir une belle carte des vins, une fois que moi je viens manger chez vous, si j'ai pas envie de boire une bière de plus, mais envie de boire un bon vin nature ou autre, je suis content de l'avoir. Mais c'est pas pour ça que je vais venir chez vous. Si je veux boire du vin nature, je vais aller dans un petit bistrot. Et là, justement, je pense que c'est là où il y a une erreur. Resserrer votre identité autour de la bière, proposer une vraie carte des bières, ce que ne fera jamais les chefs tendances qu'on peut citer, bistronomie ou même dans les restaurants étoilés. En revanche, si demain, je sais qu'il y a une très belle carte des bières dans une brasserie, j'irai chez vous pour ça. Et là, je suis sur le terrain de la communication. Si demain, vous communiquez sur le vin, ça ne sert à rien. Vous allez avoir un conflit d'images extraordinaire. Et je voudrais juste terminer par ça, c'est que je me suis amusé à voir quelques sites de brasseries. J'ai vu des sites où on parlait de restaurants et même de bistrots et brasseries. J'ai beau être un spécialiste de la question, pour moi, il y a une porosité constante entre l'image de la brasserie, je ne sais pas si c'est plutôt bistrot, plutôt restaurant,
plutôt autre chose. Je sais que c'est pas fast-food, et encore, mais voilà, moi je me pose cette question-là vraiment de l'identité de la brasserie. Dernière chose, augmenter cette identité. Parlez pas de vin en termes de communication, parlez bière, et après aller vers les codes aujourd'hui qui sont effectivement, je l'ai déjà dit, les événements, la personnalisation. Aujourd'hui, c'est le maître mot de notre univers. Je veux savoir qui je dois rencontrer, qui dois-je féliciter pour ses mails, etc., etc. Ce qui est très compliqué au regard d'un restaurant qui est ouvert 7 jours sur 7, où on sait que l'équipe tourne, et donc on se pose la question effectivement de savoir qui est derrière, mais ça après c'est la communication. Et pour ce qui concerne le pied de cochon, je peux aussi me poser la question si je dois m'appeler brasserie ou restaurant. Absolument. Parce que quand vous dites brasserie, pour le grand public, avec tout ce qu'on vient d'expliquer sur l'historique de la brasserie, à mon avis, c'est du chinois pour le grand public. Et justement, par rapport à ça, et pour développer les outils de communication qui répondraient à la question sur la sphère numérique, je pense que ce que disait Franck sur les codes de la brasserie et sur cette identité, elle est importante à définir. Et une fois que vous l'avez définie, c'est important que vous puissiez communiquer dessus et jouer dessus. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils dans la sphère numérique à l'heure actuelle qui sont présents, que les jeunes utilisent, et pour voir tout le monde river sur son téléphone portable ce soir, c'est exactement ce qui se passe. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Enfin, quand on parle d'Instagram, quand on parle de ces outils-là qui ont une portée extraordinaire sur les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi là où vous pouvez développer des actions de communication. C'est communiquer via Instagram en créant des hashtags autour de la bière, c'est créer des concours sur ces réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, aller utiliser Foursquare comme vous pouvez pour que justement les inciter à faire un checking, mettre du Wi-Fi accessible dans toutes vos brasseries, parce que effectivement on parlait tout à l'heure des touristes étrangers qui viennent, quand ils se retrouvent dans une brasserie qu'ils n'ont pas accès à du data roaming, parce que ça coûte une fortune, ils ne peuvent pas communiquer sur ce qu'ils sont en train de manger. Donc du coup, ça, de pouvoir donner l'accès à Internet à tous les gens qui viennent dans vos brasseries, c'est extrêmement important. Mais il faut aller jouer sur les différents codes et les outils de communication qui sont là à l'heure actuelle et qui sont présents, et qui du coup sont là aussi où sont les jeunes. On voit tous les tweets qui passent ce soir, mais également sur Instagram il y a un certain nombre de photos qui passent, etc. Et il faut aller chercher là où les outils de communication sont. D'ailleurs, le hashtag à côté de DFLab maintenant c'est FAIN. F-A-I-N. Une dernière intervention, on va prendre Juste pour rebondir sur ce qui a été évoqué à l'instant, je pense que vous avez la chance d'être un groupe, et un groupe avec des moyens, ce que n'ont pas forcément les bistrots, donc peut-être à vous aussi d'aller vous démarquer, de communiquer sur des réseaux sociaux un peu moins classiques. Ça c'est important, puisque aujourd'hui on va dire qu'on va retrouver la majorité des restaurants, des bistrots sur Facebook, et vous avez la chance potentiellement d'aller sur des réseaux sociaux un peu moins utilisés. On parlait tout à l'heure d'Instagram, de Pinterest et autres. Aller chercher les alternatives. Et là, vous serez... va trouver des établissements de brasserie sur Gourmet Club. Il y en a déjà, oui, tout à fait. Mais donc c'est le cas. Mais aller chercher justement des choses alternatives, parce que vous avez la force pour le faire, alors que des restaurants indépendants, eux, vont se focaliser sur les gros, parce qu'ils n'ont pas les moyens de gérer. On l'a vu tout à l'heure, ça a été évoqué, la multitude de réseaux sociaux existants. Voilà. Y a-t-il des questions à nos intervenants ? Une question. Là-bas. Bonjour, Sylvie Chine de Clear Karma. Oui, en fait, voilà, ma question, c'est tout simplement comment gérez-vous la digitalisation de l'information consommateur, donc concernant en fait quelles sont les stratégies de contenu, comment est-ce que vous faites ça? Parce qu'effectivement, il y a par exemple en termes d'étiquetage, enfin pas seulement étiquetage alimentaire, il y a une grosse révolution qui va se passer au niveau donc de tout ce qui est non préemballé, et justement tous les restaurants vont devoir montrer allergènes et pas mal d'autres informations aussi. José, c'est une question pour vous. Oui. Benjamin. C'est tôt comme... Voilà, je préfère ne pas répondre, je n'ai pas tous les éléments de réponse. Enfin, là, on est du coup, on a vu. J'ai éventuellement notre chef qui peut peut-être vous apporter quelques éclaircissements. Ou Benjamin, tu es là, non? Ouais, non, Benjamin est parti. Il est parti, d'accord. Juste pour vous éclairer, dans les brasseries, dans toutes les brasseries, on change la carte 2 fois par an pour printemps-été, automne-hiver, et on a un gros travail de recherche de produits, puisqu'on travaille exclusivement
exclusivement sur des produits frais. Et comme on se plaît à le dire, on est des restaurateurs patriotes. On est en train de travailler en ce moment sur les ports normands, bretons, pour la livraison du poisson. On va travailler en petite ceinture pour les légumes. Et effectivement, on est en train de travailler sur ce qui va se passer dans le futur au niveau de l'annonce des allergènes pour les clients, de tout ce qui va être information nutritif, et on est en train de travailler dessus parce que déjà ça va être obligatoire, et nous tout ce qui est obligatoire, eh bien, on le fait. Mais c'est un gros travail et ça va pas être facile à lire pour le consommateur sur la carte. Alors est-ce qu'il va falloir avoir la carte des mets et à côté une carte pour annoncer chaque plat voilà, ça c'est une vraie question. Et puis après alors de communiquer sur c'est Céline qui s'en occupera, voilà, hein. Mais voilà pour l'information. Merci. Donc voilà, je pense que vraiment pousser sur le digital, c'est encore un travail. On a d'autres travaux d'abord à faire avant d'avoir un vrai suivi de l'étiquette du moment où le produit arrive dans la brasserie et se retrouve dans l'assiette. D'autres questions avant le hold-up culinaire précédemment annoncé sur Twitter? Pas de questions? Bon. Ça revient un petit peu au même, excuse-moi, Anne pour Idemiam. C'était juste parce qu'on a beaucoup parlé ce qu'il fallait faire pour digitaliser la brasserie, le monde de la brasserie, et en fait on a vraiment très peu abordé le problème du fait maison. Parce qu'avec les quantités que vous proposez tous les jours, on a du mal à imaginer que ce que vous proposez est fait maison, soit fait maison plutôt. Et donc voilà, je pense que le vrai problème par rapport au digital et à Internet, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'aller dans des restaurants où on fait vraiment à manger. Si en plus vous faites du locavore, je pense que les gens... on parlait des différentes solutions, la bière, carrément, quoi. Pour moi, une brasserie, c'est là où on fait de la bière, donc... Quand j'ai entendu vin, je trouve que c'est assez hallucinant, mais bon. Voilà, donc est-ce que vous faites du fait maison? Je ne pense pas. Pour illustration, on a quelques chiffres impressionnants. Faut le laisser répondre. Ouais, je vais vous laisser répondre, mais parce qu'en fait, vous parlez au nom de toutes les brasseries un petit peu, et je pense que vous n'êtes pas représentatif de toutes les brasseries, quoi. Ah là, c'est... ce serait prétentieux de ma part, mais donc dans ma brasserie-restaurant, je sers de la bière et du vin. Et donc évidemment... un restaurant sur le thème du cochon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Fait maison, oui. Nous travaillons que des produits faits maison. Le chef Bernard vous a également exprimé la manière dont on fonctionne aussi, recherche produit, recherche fournisseur. Nous sommes certifiés maître restaurateur, donc il y a un cahier des charges. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais donc le premier c'est de... 51%. Comment? 51% de fait maison. Oui, mais nous on en fait 100% fait maison, et certains produits qu'on fait, comment dirais-je, dont certains produits nous sont fournis par des artisans. Ça, c'est la règle. Voilà. Donc on est, excusez-moi, pas à 100%, on est à 90%, et 10% ce sont les produits qui nous sont fournis par des artisans. C'est en phase avec le cahier des charges maître restaurateur. C'est là-dessus qu'il faut quand même communiquer. Bien sûr. C'est là-dessus qu'on doit... Et excusez-moi, vous m'avez entendu tout à l'heure exprimer mes valeurs, donc personnellement, si je travaillais dans l'établissement tel que le Pied de Cochon, et si par hasard on faisait que des produits surgelés, ou je sais pas, produits, voilà, ça serait pas en phase avec mes valeurs en tant que professionnel, donc je pense que je serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Je vous le dis avec le sourire. Ça se sent sans la sincérité. Je pense qu'avant le digital, dans les maisons, ce qui passe en premier, c'est la qualité des produits et le fait maison. Enfin, si on en revient... C'est ce qui nous permettra. C'est ce qui, tout à l'heure, on parlait d'avenir, c'est ce qui nous permettra aussi de... Le Pied de Cochon existe depuis 1947, donc 67 ans. Oui, 67 ans, en 2014. Donc je pense que le Pied de Cochon existait, il existe et il existera encore. Mais pour qu'il aille loin dans le temps, moi je pense qu'il faut que nous suivons tout ce qui a été dit autour de ce soir. Donc voilà pour moi le défi, et voilà. Donc à part ça, le Pied de Cochon est un bel établissement, ouvert 24 heures sur 24, les portes ne sont jamais fermées, et on vous accueille avec grand plaisir. Bonne soirée. Merci.
Bon, en conclusion, redéfinition de l'ADN avant digitalisation, oui, mais redéfinition de l'ADN, peut-être un petit soupçon de nouveauté. Voilà, c'est loin d'être exhaustif comme conclusion, mais l'odeur de choucroute est dans. Donc on va continuer à en débattre prochainement dans les salons à côté. Juste un petit mot pour vous remercier tous, à la fois les intervenants, ceux qui ont participé à la conférence, ceux qui ont participé à l'organisation, aussi bien les directeurs que le groupe, Pascal Brun, le président du groupe Frères Blancs, qui est présent avec nous aujourd'hui, François Graff aussi, le directeur de la maison chez Génie, qui nous accueille aujourd'hui et qui s'est prêté à cet événement, à ce grand jeu, enfin, le service communication, Camille et puis Chloé, qui sont aussi très actifs sur cet événement. Et bien, enfin, vous tous, les participants, merci beaucoup et puis on va passer. Merci.